aux femmes. Alors pour le numérique, le digital, j'en profite également pour vous dire que la RDC se veut très ambitieuse en tout cas dans ce domaine-là. On a lancé, je ne sais pas si vous avez suivi, en marge en tout cas de l'Assemblée Générale des Nations Unies, quand on était à New York, le président a lancé la DRC National comment on dit, Digital Nation pour l'horizon 2030. La RDC se veut en tout cas devenir une sorte de hub technologique et une nation très digitale à l'horizon 2030. Et c'est très bien que la diaspora puisse penser à venir pour des propositions, pour des formations également. Mais en 2019, je ne sais pas si vous étiez là, nous, RDC, on avait organisé on l'appelait African Digital Tour. Donc c'est des Congolais experts dans tous ces domaines-là du numérique. On a fait le déplacement pour rencontrer ceux de la diaspora, les Congolais en tout cas de la diaspora, pour nous dire qu'on se mette ensemble et qu'on puisse réfléchir et qu'on puisse vous faire participer également. Aujourd'hui, si c'est le mouvement inverse, tant mieux et c'est très bien. Bon, il y a tellement de choses à faire sur les numériques, comme l'a dit M. Vandas, et je pense que la guerre qui arrive, ça va être vraiment sur ça. On doit être très bien préparé en tant que nation. Alors, quelque chose de très bien que j'ai beaucoup aimé et que je ne cesse de répéter, et je pense que c'était même ça le sens de mon discours, c'est cette responsabilité partagée. Je l'ai dit, la RDC, c'est notre bien commun. C'est tout ce que nous avons comme patrimoine commun. Les institutions, pour respecter les institutions. On va dire, le pouvoir, ça vient, ça passe. La RDC, c'est pour nous tous. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord avec les dirigeants, on doit tout faire pour protéger notre pays qui est menacé. On doit tout faire pour que chacun puisse participer à sa manière. Et c'est ce que M. Mandat a très bien dit, mais vraiment, que chacun doit être le soldat de son pays. Chacun dans son domaine. Vous êtes journaliste, vous êtes entrepreneur, vous êtes, quels que soient les domaines dans lesquels vous intervenez, dites-vous que c'est notre pays à tous et on se doit de le protéger. Vous êtes d'accord? Ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. Et donc aussi le Congo positif, il est parti malheureusement notre ami du CESA, il nous faut tous vendre notre pays à l'étranger. Il a dit, le Rwanda a créé des avatars, des milliers d'avatars, ils ont investi beaucoup d'argent pour créer des gens, des trolls qui viennent détruire notre historique, notre narratif. Donc, mais nous avons cet esprit, nous Congolais, d'auto-sabotage. Je ne sais pas pourquoi nous aimons trop nous auto-détruire, nous aimons détruire aussi nos bons profils. Vous avez une dame qui réussit, qui est bien, comme Madame, qui est à l'Assemblée nationale, qui fait un travail remarquable, par exemple, et vous allez voir, c'est nous-mêmes qui allons essayer de tout faire pour qu'on puisse la salir, détruire sa réputation. On va avoir une dame qui se bat pour les femmes et tout ça, c'est peut-être les femmes qui vont voilà, contribuer à ce que son projet ne marche pas, ça ne puisse pas aboutir. Notre pays, nous devons nous lever, nous devons nous battre pour notre pays, nous devons vendre une image positive. Nous avons tellement de belles choses à vendre dans ce pays. Nous ne disons pas que tout est parfait. Nous ne disons pas que tout va pour le mieux. Nous avons beaucoup de défis, nous avons beaucoup de difficultés. Mais nous savons aussi que si ce pays se lève, mais c'est vraiment toute l'Afrique et c'est tout le monde, parce que nous sommes pays solutions, que ce soit en termes d'environnement, que ce soit en termes de minerais stratégiques, parce que nous avons la guerre aujourd'hui, parce que nous avons des minerais. Et je l'ai expliqué, ça ne date pas d'hier, ça date depuis toujours, depuis le roi Léopold. Donc, si nous, on commence à nous auto-saboter, à vendre une mauvaise image de notre pays, à ne pas nous aimer, à avoir des petites considérations politiques, des affinités, c'est toute une génération qu'on est en train de sacrifier. Donc, tout Congolais se dise, qu'est-ce que nous allons léguer, et c'est même dit dans notre livre national, à notre prospérité. Mais au-delà de ça, aux futures générations, mais au-delà de ça, c'est même nous. Next is now. Donc, ce qu'on veut faire prochainement, on le commence maintenant. Et qu'il y ait cet esprit de démocratie participative où chacun se dit j'ai un rôle à jouer. Merci bien. Alors on va projeter, je vous explique juste la stratégie diplomatique du président. Beaucoup de gens ne semblent pas comprendre d'où l'on vient, où est-ce l'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on essaie d'aller. Vous entendez beaucoup de processus entre-temps. Et donc, je vous ai fait une petite projection pour que vous compreniez la démarche du président de la République.
Le contexte, voilà. Alors ça, on va très vite passer. Ça, c'était avant 2019. Vous savez tous que c'était très difficile dans ce pays. Avant les élections de 2018, on était un peu en isolement diplomatique. Hein, il y avait beaucoup de conflits politiques internes, tout ça, pour qu'on puisse aller aux élections. Et donc, on était vraiment en rupture diplomatique avec beaucoup de pays. On va même dire les grandes puissances. Et donc, la RDC était vraiment... on parlait très mal de ce pays, capitale mondiale du viol et tout ça, il n'y a pas de droit de l'homme, tout est bafoué. Et donc, la RDC s'est retrouvée très isolée. Et malgré ça, malgré, notre crise, hein, les conflits que nous, on vivait, les gens ne semblaient pas s'intéresser à tout ça. Donc, on était là, on va dire, avant les élections de 2018. Alors, le président de la République prend le pouvoir en 2019, dès son premier discours, en tout cas d'investiture, c'était le 24 janvier 2019, au Palais de la Nation. Tout de suite, il dit qu'il souhaite impulser une meilleure présence de la RDC dans les instances internationales à la hauteur de notre vocation naturelle. Comme je l'ai dit, nous sommes un grand pays stratégique, non seulement pour l'Afrique, mais également pour le monde, et cela dans bien des domaines. Donc, en février, un mois après son discours, parmi ses principales actions, il reçoit le corps diplomatique. C'était une cérémonie d'échange de vœux. Et donc, il expose tout de suite les grandes lignes de sa vision diplomatique et il fait l'éloge d'une diplomatie qui est fondée sur l'ouverture du monde. Autant on était isolés, à un moment on se disait, nous sommes un pays souverain quand même, pourquoi ils vont toujours vouloir nous dicter notre conduite, nous dire ce qu'on doit faire? Mais le président a dit, nous nous ouvrons au monde. On vous écoute, et qui est quand même ce respect mutuel, parce que nous sommes un pays souverain. Et donc, c'était cela. On peut passer. Au nom donc de cette ouverture, le président s'était fait le devoir d'aller partout où l'intérêt de la RDC est en jeu. Plus de 20 pays visités pour relancer la coopération bilatérale, tout d'abord en Afrique, avec les pays voisins, en Europe, en Amérique et en Asie. Et je me rappelle qu'au tout début, et je pense que c'est un peu moins maintenant, il y avait cette critique qui revenait souvent, où les gens disaient, il ne fait que voyager, le président de la République, on ne comprend pas, il se déplace tout le temps, pourquoi il voyage? Il nous fallait vraiment cela. Il nous fallait aller partout, parler de la RDC, vendre notre pays, dire ce que nous on peut offrir au monde et ce qu'on attend du monde. Et aussi avoir notre propre narratif, expliquer ce qui se passait chez nous, mais par nous-mêmes. Donc c'était ça vraiment la démarche du président de la République au tout début de son mandat. Donc vous n'aviez peut-être pas compris pourquoi il y avait autant de déplacements, mais c'était cela. Et pourquoi les 9 pays voisins? Donc il a commencé tout de suite par ceux qui vous entourent. Hein. C'est ceux-là qui peuvent vous décrire rapidement et facilement. Hein, au-delà de ceux qui sont loin. Et c'est comme ça qu'il a commencé par tous les 9 parce qu'il voulait la paix d'abord avec ses 2 voisins. Et les plus belliqueux, on est d'accord, on les connaît tous. Les Congolais n'étaient pas très d'accord, mais la démarche du président a toujours été celle d'abord de la main tendue. Il voulait tendre la main à tous ses 2 voisins, surtout le plus compliqué. Hein, comme je dis, on le connaît. Si vous voulez, on peut le citer. C'est pas un secret. Et donc, ben voilà. C'est le plus belliqueux. Et donc, le président se disait, on commence par lui, mais je lui tends la main. La guerre, on l'a fait pendant des années. Ça n'a servi à rien. On a eu vraiment des populations déplacées, beaucoup de morts. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de se mettre ensemble pour la construire ensemble, cette paix-là? Et c'est comme ça qu'il l'a invité ici. Et beaucoup n'ont pas compris, à juste titre. On se dit, mais celui-là, après tout ce qu'il nous a fait, pourquoi l'envoyer ici? C'était la main tendue. Donc la main tendue de Bruxelles, que les gens critiquent aujourd'hui, ça ne date pas de Bruxelles, ça ne date pas d'hier. Ça a commencé depuis très longtemps. Le président toujours prôné une diplomatie de bon voisinage. Et donc l'autre nous a fait croire qu'il a accepté la main tendue, il y a des projets communs, et puis il s'est retourné comme à son habitude, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on a évolué dans notre processus. Continue. Ah, bon, j'ai rien mangé depuis le matin. Ça ne pas tomber ici. Alors, résultat obtenu, on a eu quand même plusieurs succès qui ont été engrangés, tant au niveau régional qu'au niveau international. Sur les plans économiques, il y a eu des MOU, des accords commerciaux ont été signés avec plusieurs pays. Sur le plan culturel, on a organisé ici les Jeux de la francophonie. C'était vraiment une fierté pour toute la nation, pour tout le pays.
sur le plan sécuritaire. Il y a eu la levée de l'embargo sur l'achat des armes. Hein. On était sous cet embargo-là pendant des années, alors qu'on était un pays agressé. Tout récemment, la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, à l'unanimité, les membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la RDC. L'implication de l'Union africaine, vous savez qu'on a des médiateurs que l'Union africaine a désignés dans la crise. Et puis aujourd'hui, nous sommes en plein avec les Américains et le Qatar, également comme médiateur entre notre différentes conquêtes avec le Rwanda. Et donc voilà, et vous n'oubliez pas quand même, sur un autre chapitre, c'est que la RDC, comme je dis, est devenue fréquentable. On a eu pour la première fois des visites historiques dans ce pays. Vous êtes avec moi ou je vous ennuie? Je sais que vous n'avez pas, vous êtes arrivé très tôt. Je vais être très très brève. Alors, je rappelle que le roi de Belge est quand même arrivé ici, le président Emmanuel Macron, mais surtout, pour tous les croyants catholiques de la RDC, on a eu la visite du pape. Ne pensez pas que le pape se réveille un bon matin et choisit un pays ou qu'il se balade comme ça dans tous les pays africains du monde. Donc, on a commencé quand même à recevoir l'attention du monde. Et aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, c'est que notre histoire est connue. Ils peuvent essayer d'intervenir ou pas. Certains sont encore un peu, pas frileux, mais là, on va dire, à prendre des actions. Et je pense que l'histoire de la RDC, notre narratif, est connu aujourd'hui à l'international. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous-mêmes aussi à l'interne, on puisse s'approprier de notre histoire, de notre crise, des différentes solutions, et de comment on véhicule ça ou qu'on vend ça. Alors, processus de paix, où est-ce que nous en sommes? Là, c'est l'actualité. Nous avons l'accord de Washington et les négociations de Doha, au Qatar. Alors, qu'est-ce qui a été convenu dans l'accord de Washington? Le respect de l'intégrité territoriale de la RDC à travers le désengagement des forces, ou, si vous voulez le terme, la levée des mesures défensives du Rwanda. C'est le retrait tout simplement de l'armée rwandaise du territoire congolais. Ces termes-là sont très diplomatiques, mais c'est vraiment le retrait. Respect de l'intégrité territoriale du Rwanda à travers la neutralisation des FDLR. Pourquoi les FDLR? Nous savons tous que c'est vraiment une force comment on dit Dites-moi. Subsidiaire. Donc elle n'existe plus. C'est des gens qui sont venus il y a très longtemps, il y a des années, ils sont, voilà. Donc on connaît le prétexte rwandais. Partout où ils vont, dès que nous on parle de la souveraineté territoriale de la RDC, ils brandissent ce prétexte-là. Bon, il fallait quand même qu'à un moment on se dise, ok, on va le faire ensemble, dans le CONOPS. Ça c'est très technique, le CONOPS. À une prochaine occasion, je vous dirai ce qu'il en retourne. Alors, fin du soutien des États aux groupes armés, retour des réfugiés déplacés internes, c'est une grosse catastrophe. On n'en parle pas assez, et je vous dis, sur le plan humanitaire, c'est terrible. Hein, il y a des gens, des familles qui ont quitté leur milieu, des femmes qui ont été violées, des enfants. Donc si vous voyez la catastrophe, on va dire, les retombées, je ne sais pas si retombées c'est en termes positifs, mais vraiment, voilà, je préfère dire dégâts, les dégâts de cette guerre. Peut-être que vous êtes à Kinshasa, peut-être que vous êtes plutôt du côté Matadi Boma ou voyagez en Europe, vous ne savez vraiment pas ce qui se passe, à part ce qu'on vous montre dans les réseaux sociaux. C'est même ce que disait notre ami du CESAC. Il faut que nos journalistes aussi décident de vendre une certaine image. Il faut que nous-mêmes nous puissions aussi nous approprier de cette guerre et savoir que ça nous touche, hein, ça touche à nos familles à l'Est, et ça touche à notre intégrité et même ça touche à notre dignité en tant que peuple. Création d'un cadre d'intégration économique régionale. Vous savez que les projets intégrateurs communs dans la sous-région, ça pourrait éviter les conflits. C'est l'une des solutions pour qu'il y ait moins de conflits. Parce que si avec la Zambie, par exemple, on est sur les batteries électriques, ils ont pratiquement les mêmes minerais. Je pense qu'ils ont le coltan également. Hein. Je pense que la Zambie a le coltan. Donc on a des projets communs avec la Zambie sur les batteries électriques. C'est les batteries du futur. Les voitures électriques, Tesla et tout ça. On doit se mettre ensemble sur des projets qui nous rassemblent pour éviter des conflits. En fait, toutes les sources de conflits, quand il y a des intérêts communs, mal négociés ou mal gérés. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cet aspect d'un cadre d'intégration économique
régional. Alors, mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, qui est constitué des experts. Hein. C'est un mécanisme de vérification. Donc, il y a eu deux mécanismes qui ont été créés. Alors, il y a la commission des surveillances conjointes également, qui comprend l'organe de médiation, les deux pays, RDC, Rwanda, l'Union africaine, avec Faure Gnassingbé, qui est médiateur de l'Union africaine en ce moment, le Qatar et les États-Unis. Donc, cette commission, celle qui surveille la mise en application de l'accord. Elle vérifie si l'accord a été, si l'application de l'accord est effective. Voilà. Doha, qu'est-ce qui se passe à Doha? Doha, c'est, on va dire, Washington, c'est entre les deux États, c'est la RDC et le Rwanda. Doha, c'est la RDC et les rebelles du M23. Pourquoi cela? Parce que il y avait tout le temps, comme je dis, autant il y avait ce prétexte d'FDLR, à un moment, ils ont commencé à dire, c'est quand même une crise chez vous. Ceux qui prennent des armes, les nains et consorts, c'est des Congolais. Pourquoi vous voulez les mettre dans les têtes du Rwanda? Alors que nous, en tant que pays, on sait que nous sommes agressés par le Rwanda. Eux, ils sont juste, voilà, supplétifs, voilà. Mais, quand on fait des négociations, quand on est en accord, on fait ce qu'on appelle des concessions de part et d'autre. Et on a toujours voulu refuser cette question-là, parce que le président le disait, ce n'est pas qu'il y a eu un règlement. Le président a toujours été clair, la 23 n'existe pas. On sait qu'ils sont derrière eux. Mais ils ont ramené ça sur la table pour dire, nous, on n'ira jamais discuter si vous ne ramenez pas cette question sur la table. Donc il était important à un moment que le président de la République puisse accepter qu'il y ait cette négociation-là avec les rebelles. Et c'est ce qui se présente à Doha, et ça évolue plus ou moins bien, avec la signature tout récemment d'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Les plus importants, qu'est-ce que nous voulons? C'est les cessez-le-feu. Qu'il n'y ait plus des tueries, des massacres, qu'il n'y ait plus des armes qui crépitent à l'Est. Les populations de l'Est en ont marre, sont fatiguées. Ce que nous voulons, c'est le retrait de l'armée rwandaise de la RDC. Ce que nous voulons, c'est retrouver la souveraineté, l'intégrité territoriale. Je vais pouvoir, moi, prendre mon avion et aller chez moi à Bukavu. Je suis de Bukavu. J'ai de la famille là-bas. Je voudrais aller voir mon oncle et ma tante. Vous comprenez? Il faut qu'on retrouve l'intégrité et la souveraineté territoriale. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans l'accord de Washington, mise en place du comité des surveillances, qui s'est mis en place, qui s'est réuni, pardon, déjà 2 fois à Washington. Ça, c'est pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Et comme je viens de le dire, la mise en place du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Donc, il y a eu à Doha récemment les cessez-le-feu. Donc, il y aura ce comité qui va aller de part et d'autre pour voir vraiment de l'effectivité du cessez-le-feu. Et puis, il y a d'autres structures, hein, comme la CIRGL, qui rentrent aussi en jeu. Et puis, les médiateurs sont toujours là, que ce soit le Qatar, les États-Unis, qui vont vérifier. Donc, chaque partie est en mesure, pas d'accuser, de faire rapport à la commission sur ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est vraiment une avancée très significative depuis qu'on a commencé. Et donc, les Américains sont très intéressés. Ce n'est pas un deal minerai contre sécurité. C'est pas comme si on a voulu dire aux Américains, on va vous vendre notre pays, nos minerais, pour que vous nous rameniez la paix. Ce n'est pas vrai. Nous, on l'a toujours dit. Vous passez par Kagame aujourd'hui pour qu'il y ait des ressources. Nous savons que le monde a besoin de ce dont nous possédons aujourd'hui. Nous, on veut des pays. On veut des investisseurs. Comme l'Union européenne, vous avez signé un accord avec le Rwanda sur des minerais que le Rwanda n'a pas. Alors nous, on dit, que ce soit aux Européens, que ce soit aux Américains, venez, discutons, achetez chez nous, mais vraiment entre États. Ne passez pas par comment on les appelle, des dealers. On n'a pas besoin d'un dealer. Nous sommes un pays souverain. Venez, vous voulez les minerais du futur, ce que nous avons, qui vous intéresse. Venez nous voir en tant qu'État. On va discuter ensemble. On va vous vendre. Mais nous sommes un pays en guerre. Quel investisseur va investir son argent, ses moyens dans un pays en guerre? C'est pour ça qu'on a parlé de la paix. C'est ça qu'on dit que c'est un deal sécurité contre minerais. Parce qu'il nous faut quelqu'un qui va taper du poing sur la table pour que tout ceci finisse. Il faut que ces acheteurs-là, c'est l'heure, arrêtent d'acheter chez un monsieur qui massacre des populations. C'est ça le but.
Mais pour que vous veniez investir, pour qu'on puisse construire des routes, des infrastructures, l'énergie, il faut que le pays soit en paix. Et c'est tout simplement ça, le deal dont on parle. Je vous remercie. Je suis tellement emballée à la suite, mais vous avez dépassé de 3 minutes seulement. Est-ce que la technique peut nous... Merci beaucoup pour la suggestion, proposition, hein, c'est très bien, il nous faut vulgariser, parce que nous, on a l'impression que les médias font leur travail. Alors, c'est à nous aussi, c'est vrai, en tant qu'institution, moi je suis à la présidence, mais on se dit les médias, les services publics, les RTNC, Jean-Madame Sambra qui est là. Donc c'est à eux aussi, les gens suivant la chaîne nationale, de pouvoir savoir ce qui se passe dans ce pays. On doit pouvoir compter sur tout le monde, mais c'est ça que c'est un rôle de vulgariser. Donc chacun à son niveau en tout cas, mais nous, moi je parle pour moi en tout cas, c'est comme ça que depuis un moment j'ai commencé à aller dans les universités, je parle avec les étudiants pour leur expliquer, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait vraiment beaucoup de désinformation et souvent ce n'est pas toujours, comment dire, péjoratif ou mauvais, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas la bonne information, c'est l'accès à l'information. Et ce sont les institutions qui mettent à disposition du public ces informations-là. Donc, merci pour la suggestion. Il y a tellement de réalisations, il y a tellement de belles choses. Il nous faut, il nous revient en tout cas à nous de les vendre, pas de les vanter comme ça a été. C'est des faits, hein, pour faire la différence. Alors, Leonardo, Sciences Po, c'est très bien, je voulais faire des sciences politiques moi quand j'étais jeune étudiante. Je n'ai pas eu la possibilité, mais bon, je pense que je m'en sors pas mal avec Sciences Po. Alors, vous avez parlé de Apple, cette société américaine qui rachète nos minerais via, on va dire, des dealers. C'est tout ce que nous décrions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la RDC a intenté un procès contre Apple, mais contre toutes ces firmes qui rachètent les minerais, on va dire, avant, à l'époque de Barack Obama, on appelait ça les minerais de sang. Mais aujourd'hui, on parle des minerais qui proviennent des zones de conflit. Et donc la RDC est en justice avec beaucoup de firmes comme ça, notamment Apple. Mais ils se sont justifiés, ils ont des avocats très puissants en Apple aujourd'hui. Ils disent comment ils achètent. Je vous renvoie des articles, vous allez voir ce qui a été dit en tout cas dans les procès. Mais là, la RDC l'a fait. Et je pense que quand on a, parce qu'on en est encore à l'accord de paix. Ne faites pas, il n'y a pas d'amalgame, il y a deux accords. Il y a l'accord de paix et puis l'accord économique. À Washington, tout récemment, la RDC n'a pas signé l'accord économique. Pourquoi? Parce que les préalables, les conditions ne sont pas encore réunies. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de passer à l'accord économique alors que les balles crépitent encore dans la partie est du pays, alors qu'il n'y a pas encore un cessez-le-feu effectif. C'est pour ça qu'on n'a pas signé à Washington l'accord économique. Et quand cela sera fait, il y aura toutes les questions qui seront mises sur la table. Il y aura des discussions avec des grosses firmes, des entrepreneurs, des investisseurs. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, cette semaine, il y a eu un grand forum, une grande conférence entre la RDC et les États-Unis sur justement les projets, comment on dit, sur les affaires, voilà, sur les investissements. Donc vous voyez qu'on avance quand même en attendant la signature. Et pour ça, vraiment la condition sine qua non, c'est la paix. Et là on va passer vraiment à tout le reste. Bon, j'essaie vraiment d'aller vite pour gagner du temps, parce que je sais qu'il y a notre Adèle, Madame Michou, la DGA préférée. Pas m'en vouloir si... Alors Doha, vous avez parlé de la libération des prisonniers. Écoutez, Doha, c'est un processus qui reste quand même, comment vous dire, pas très fermé, mais c'est un processus qui est très, je dirais pas compliqué, mais il est en cours. Il est en cours, et donc parmi, pas les conditions, mais les règles de la médiation, donc des Qataris, c'est de laisser à la médiation communiquer. C'est pour ça que nous, on ne communique pas trop sur Doha. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est une stratégie et c'est aussi par respect à la médiation. Eux, ils ne respectent rien. Pendant que nos délégués sont à Doha, ils sortent de là, ils font des points de presse, ils insultent les chefs d'État, ils insultent la RDC, ils disent tout ce qu'ils ont envie de dire. Nous sommes une nation, nous sommes un pays. On ne peut pas se mettre à leur niveau. Donc on respecte la médiation, elle dit que c'est elle qui allait communiquer sur les avancées. Donc vous avez parlé des prisonniers, effectivement, parmi les mesures phares, il y avait ce qu'on appelle les mesures de confiance. Les mesures de confiance,
c'est justement cet échange de prisonniers. Je ne veux pas aller en détail sur ces questions-là. Comme je vous dis, c'est très stratégique encore à faire, et c'est un processus en cours. Donc les rebelles, qu'elles sortent, on a signé l'accord de principe, on a signé pour la vérification du cessez-le-feu, on n'a pas encore fini. Donc je ne pourrais pas mettre la charrue avant le peuple et vous dire quel sort sera réservé aux rebelles. Mais je pense que si vous aviez lu l'accord des principes, vous savez plus ou moins de quoi il en retourne. Surtout sur le brassage et mixage, cette question est venue très souvent. Mais nous, on a bien dit que ce sera conditionnel. Ce n'est pas inconditionnel. L'intégration, ce sera conditionnel, c'est-à-dire au cas par cas. Vous avez des militaires qui n'ont jamais été dans l'armée, vous en avez d'autres qui étaient nos frères blessés, mais qui ont été pris là-bas. Vous avez d'autres qui ont l'âge d'aller à la retraite. Donc on verra au cas par cas. Ce sera plus comme à l'époque, on prend un groupe des rebelles, vous avez pris les armes, vous avez tué, massacré les gens, et bien vous venez vous tous, on vous intègre dans l'armée. Non, pas du tout. C'est ça juste la différence, conditionnelle, l'intégration. Mais il y aura un moment où on parlera de toutes ces questions-là, mais vraiment à la place publique, et vous comprendrez mieux. Tout est réfléchi. Que Dieu nous aide, Isabelle. Alors, Gilbert, où est-ce que vous êtes? Ah, Gilbert, c'est vous. Vous avez dit que, dites-le encore, on est en train de vanter notre diplomatie. Vanter ou inventer? Inventer. On n'invente pas. Pourquoi on n'invente pas? Gilbert, on a été à la présidence de l'Union africaine. Vous avez vu ce qu'on a fait. La masculinité positive, on a résolu quand même des crises ça et là, entre l'Éthiopie, le Tigré. Il y a eu beaucoup de conférences qui sont tenues ici. Je pense que notre passage à l'Union africaine a été salué. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, on fait parler de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes membres, certes non permanents, parce que l'Afrique c'est encore ça, non permanents du Conseil de sécurité. On démarre en 2027, notre voix comptera. La voix des RDC va compter aux côtés des grandes puissances. On va s'asseoir avec les États-Unis, avec la France, avec tous ces pays qui ont le droit de veto. La RDC sera là. Et vous dites, on vend, non, on invente. Non, ça c'était fait. Vous avez vu, moi j'étais à New York à l'Assemblée générale. La RDC a présidé une des commissions. La RDC a présidé la plénière. Vous avez vu ce qu'on l'a fait par le passé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une avancée, ça veut dire qu'il y a des belles choses aujourd'hui qui se passent en République démocratique du Congo en termes de diplomatie. Nous sommes invités un peu partout aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement par rapport à la guerre, ce n'est pas seulement sur des questions sécuritaires, mais sur d'autres aspects aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas parler minerai sans la RDC. Nous sommes incontournables. Et c'est aussi ça que nous mettons en avant. Nous disons, eh bien si vous avez besoin de ce que nous avons, respectez-nous, aidez-nous à finir notre guerre. Donc aujourd'hui, on se positionne aussi sur ces questions-là. On a bloqué la sortie je ne sais pas le coltan, je comprends toujours ce mot. C'est qui est au Canada? Le cobalt, je ne sais pas pourquoi, je suis trop fibou dans ma tête. Le coltan, j'ai grandi avec ça. Le cobalt, la RDC a bloqué. Il y avait trop de stocks. On s'est dit, puisqu'il y a trop de stocks sur le marché, à un moment ça ne nous rapporte plus et le prix baisse. Qu'est-ce qu'on fait? On doit juguler les flux, le trop-plein. On a stoppé, mais ils ont paniqué, c'est des choses. Je veux dire qu'aujourd'hui, si, et je pense que Dieu nous fera grâce, tout va bien se passer, on va retrouver la paix, nous sommes vraiment sur, vous savez, quand une femme est en train d'accoucher, il y a les dernières douleurs là de l'accouchement. C'est encore une période difficile, c'est peut-être que je nous appelle, moi, quelles que soient vos tendances, quels que soient vos partis politiques, pour ce pays, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Je pense que nous sommes quand même encore assez jeunes. Moi, j'aimerais voir ce pays décoller. C'est mon rêve de petite fille boucadienne depuis très longtemps. J'aimerais vraiment voir ce pays décoller. On parle de nous dans les concerts des nations. C'est une phase encore un peu difficile, mais je pense qu'on y est, on va y arriver. Pays solution, à cause de la guerre, à cause de tout ce qui se passe, je ne dis pas qu'on nous oublie, mais je pense que nous-mêmes, on a même oublié le slogan là que nous sommes pays solution. En termes d'environnement, développement, le pays poumon, après l'Amazonie, c'est la RDC. Donc aujourd'hui, s'il y a un réchauffement climatique, si le monde suffoque,
Un des pays sur lesquels on va compter, on va se trouver trois. Il y a le Brésil, la RDC, l'Indonésie. Donc sur beaucoup des plans, nous sommes en pole position. Et c'est pour cela qu'on veut tout simplement nous déstabiliser. On se dit, si ce géant connaissait sa valeur, son pouvoir, s'il se levait, mais beaucoup de pays ne vont plus exister. Beaucoup profitent de ce que nous ne soyons pas stables. Et malheureusement, on utilise nos fils et nos fils. C'est ça qui est dommage. Parce qu'on nous affaiblit de l'interne. Ce n'est pas toujours des gens qui viennent de l'extérieur. Vous comprenez? Donc il faut qu'on se lève comme un seul peuple et qu'on puisse défendre notre pays. Il en va de notre survie. Alors j'espère que j'ai répondu. Tu as parlé du Kenya, à ce qui s'y passe. Écoutez, c'est non commun, mais vous savez, je voudrais vous poser cette question à la ministre des Affaires étrangères. Ce que je peux vous dire, on va dire en off the record, je mets le micro à côté, je ne peux pas dire politique. Nous sommes en ce qu'on appelle en froid diplomatique avec le Kenya. Nous avions un ambassadeur qui a été rappelé, vous vous souvenez, et nous n'avions pas encore nommé un autre ambassadeur là-bas. Ça veut dire ce que ça veut dire hein, dans les relations diplomatiques. Justement pour toutes ces questions-là, pour les prises de position, voilà. Donc je ne vais pas en profondeur. Alors, quelqu'un parlait que le conflit était congolo-congolais. C'est ce qu'on nous met dans la tête. C'est ce qu'on veut nous faire croire avec les Nangas et autres. On veut nous faire croire que nous, notre problème. Nanga, il a attaqué son pays, pourquoi? On peut ne pas être d'accord sur ceux qui sont au pouvoir, sur la démocratie, c'est de le dire. Je suis opposant. C'est pour ça qu'il existe l'opposition, que ce soit ici ou ailleurs. En France, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en France. Voilà, donc nous ne sommes pas les seuls pays. Vous n'êtes pas d'accord, manifestez-le, dites, mais ne prenez pas les armes contre votre pays, contre vos frères et sœurs, et surtout en complicité avec un pays étranger. Qui a toujours violé. Vous connaissez ces pays-là, c'est pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de nouveau? Comment ils ont réussi à vous convaincre que cette fois-ci, ils sont animés de bonnes intentions? Ils profitent tout simplement des frustrations des uns des autres. Voilà. Donc, Congolais, c'est faux, c'est pas une affaire interne. Même si on veut montrer les populations minoritaires, c'est faux. Ces gens ont toujours vécu ensemble, que ce soit à l'Est. Moi, je me rappelle qu'on a été une fois à l'Union africaine. Il y a eu des femmes qui sont venues du Nord Kivu. Il y avait des Houndé, des Banande, des Barutu. Je pense que tu en sais un peu plus, toi tu es plus de là. Moi, je suis du côté de Bukavu. Des Massissi Rutshuru. Et elles ont dit, nous avons toujours vécu ensemble de manière pacifique. C'est des gens qui veulent exacerber. On veut nous montrer qu'il y a des problèmes, des gens qui sont par le faciès, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on veut créer. Et aujourd'hui, on veut faire croire qu'un ennemi, c'est celui qui... Moi, ils ont dit que j'étais rwandaise. Vous avez entendu ça? Je suis née à vous. Je me suis juste dit, ça aurait fait mal à mon père. Parce que je ne pense pas que ce soit une insulte, moi. Vous comprenez? Parce que c'est un pays qui existe. Nous avons un problème avec le système rwandais. Nous avons un problème avec le Rwanda. Donc, ça ne devrait pas être une insulte. Et on ne devrait pas commencer à me tirer là-dessus. Mais aujourd'hui, on veut utiliser ça. Quand on veut abattre quelqu'un, quand on veut te détruire, ah, c'est un Rwandais, c'est une Rwandaise. Je suis de Bukavu, désolé, c'est le Congo, c'est pas le Rwanda. Je suis born and raised, comme on dit. Hein? Donc il faut qu'on arrête ça. C'est des manipulations. D'autres disent qu'il faut le dialogue en ce moment. Pourquoi? Quelqu'un le disait, hein, de manière très très simple. Votre maison est attaquée, il y a des voleurs qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, qui viennent vous attaquer. Et quelqu'un dit à votre papa qui se bat sur tous les fronts, ah papa, pour qu'on puisse t'aider, on a quand même des problèmes, hein. Moi j'ai pas d'uniforme, hein. Avant tu m'avais promis de m'envoyer en Europe. Et la femme qui dit, ah moi j'ai pas eu mon bail quand j'ai accouché. Vous pensez que c'est le moment quand vous êtes agressé, quand le voleur est dehors, hein, mais il est en train vraiment de tout casser pour tout vous prendre. Mais vous dites à votre père, non, d'abord, nous on a des problèmes internes. Moi je pense que c'est vraiment pas, ça c'est mon avis, c'est pas le moment. Nous sommes agressés par le Rwanda. Il est connu. Tous les rapports internationaux du groupe d'experts des Nations Unies ont désigné le Rwanda comme pays agresseur de notre pays. Donc c'est vrai que comme dans toute famille,
C'est vrai qu'il y a des problèmes, on ne va pas les nier, on ne va pas dire que tout va bien. Mais ce que je dis, c'est que le moment ici, il est crucial, il est important, pour que nous ne soyons pas distraits et que nous défendions notre territoire. Je vous remercie. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La paix. Et nous sommes tout le temps attaqués parce qu'il y a des gens qui ont compris que nous avons toutes ces ressources-là. Et donc c'est pour cela que le président avait vraiment dans sa gibecière, on va dire, dès sa prise de fonction, cette stratégie diplomatique très cruciale et partout à parler des RDC, parce que ce pays représente, ce pays peut vendre au monde et que c'est vraiment un géant. Si aujourd'hui les RDC se réveillent, se lèvent, mais vous allez voir le démarrage de l'Afrique centrale qui vont suivre. Donc, je voulais également en profiter pour rappeler les Congolais à une sorte de responsabilité, de comprendre ce qui se passe dans notre pays et de comprendre qu'il en va de notre survie à tous. Que nous devons tous nous mettre au côté de cet État, encourager ses efforts pour qu'on ne perde pas ce pays. C'est notre seul patrimoine commun. Merci. Une deuxième, ici même dans cette salle, l'année passée où nous avons parlé de la RDC Cap vers l'émergence. Et pour cette troisième édition, l'idée pour nous c'était de pouvoir réunir les acteurs institutionnels, les acteurs non institutionnels, les entrepreneurs, les scientifiques, les médecins, tous les secteurs et domaines de la vie confondus, pour que chacun, dans son domaine, nous présente les actions déjà menées pour accompagner le développement de la RDC et que nous puissions ensemble prendre des décisions qui vont faire en sorte que nous puissions nous dire que oui, le festival nous a servi de cadre de réflexion. Et puisque c'est les défis congolais, nous avons rencontré beaucoup de défis que nous avons pu relever également, puisque nous intervenons comme vous les invités. Vous savez que cet événement devait avoir lieu le 15 et le 16 octobre, donc mercredi et jeudi passé. En dernière minute, nous apprenons que l'espace sera occupé par le chef. Et donc, à l'impossible, nous ne pouvions pas faire autrement que de reporter. J'avoue que beaucoup de gens m'ont demandé de reporter pour la semaine prochaine, mais je tenais à le faire cette semaine parce que beaucoup de personnes ont fait des déplacements, et encore un panéliste dans la salle qui n'a pris son billet que pour 6 jours pour participer à cet événement. Et donc nous nous devions de respecter l'engagement et ceux qui avaient choisi de respecter notre invitation. Nous sommes restés sur la même semaine. C'était prévu pour le vendredi 17 et samedi 18. Hier soir, on nous informe également que la deuxième rentrée judiciaire aura lieu ici dans ce même bâtiment demain avec la Cour constitutionnelle, et c'est le même problème auquel nous étions confrontés dernièrement. Et qu'à cela ne tienne, on s'est dit, on va décider de faire l'événement de 2 jours en une journée, pourvu que nous ayons la compréhension de nos intervenants qui acceptent de venir condenser avec nous l'événement. Et vous avez constaté que nous avons raté beaucoup d'intervenants qui avaient déjà prévu pour mercredi jeudi, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais ce n'est pas un problème. En dehors de ces autres défis, il y a un autre plus grand défi que nous avons rencontré, que nous rencontrons toujours, c'est pas seulement le choix, mais réussir à prendre les intervenants. Ce festival, c'est un cadre que nous avons mis en place. Les intervenants sont là, ils peuvent témoigner. C'est un panel que nous offrons gratuitement aux acteurs institutionnels. C'est un événement qui permet aux décideurs d'être en contact avec le public, la population, de rendre de compte, de faire des promesses, des propositions et de co-construire. Mais malheureusement, là, heureusement que la presse est encore présente parce que je tiens à ce que le message puisse être parvenu à toutes les autorités que nous n'avons pas pu avoir. Pourtant, c'est une cause, nous estimons noble. On ne peut pas parler du développement de la RDC sans les décideurs. Tous les intervenants ici sont revenus pour dire on aurait voulu que les députés soient là, que les ministres soient là. Bien évidemment, ils étaient invités. À la première édition, on a eu près de 9 ministres. À la deuxième édition, il y en avait 4. Et à cette édition, aujourd'hui, on comprend, c'est un vendredi, c'est le Conseil des ministres. On ne pouvait vraiment pas les en vouloir, mais en dehors des ministres, il y a des mandataires publics, il y a beaucoup d'acteurs que nous avons invités, mais qui difficilement sont accessibles. Nous espérons, puisque nous savons que, chères autorités, vous ne pourriez pas atteindre toutes les RDC, parce que ce n'est pas tout le monde qui regarde la télé, ce n'est pas tout le monde qui va sur Internet pour voir les actions que vous mettez. Il serait important pour vous de pouvoir également rencontrer les citoyens congolais dans des événements comme ça, puisque toutes les personnes qui ont fait les déplacements ont choisi de participer au développement des RDC et ont choisi de décider ensemble avec nous. Pour ma part,
nous sortons, je me suis dit que je ne peux pas attendre que l'État fasse tout. À notre niveau, en tant que journaliste, ce que nous avons pu mettre en place, c'est ce cadre de réflexion qui va réunir les autorités, les secteurs publics, les secteurs privés avec les jeunes. Surtout les femmes, les jeunes, les entrepreneurs et tous les autres acteurs dans différents domaines. Et donc, une fois de plus, merci à vous qui nous avez considérés. Nous vous rassurons que pour la 4e édition, vous aurez encore un meilleur événement que celui-ci et nous savons que nous pourrions toujours compter sur vous. C'est sur cette note que nous mettons fin à cette 3e édition du festival Le Défi Congolais qui a été placé sur le thème RDC 2030 décidant. Nous vous rassurons que nous allons prendre soin de pérenniser au plus maximum possible tous les messages remis dans ce festival, tant le message des intervenants que les questions et les préoccupations du public que nous avons reçues. Et nous allons faire en sorte que nous puissions le rendre plus visible pour que notre message puisse, pour que nous puissions réellement atteindre l'objectif désiré. Je vous dis et je vous remercie. Je commence? Oui. Alors, merci beaucoup. Les impressions sont très positives. Nous sommes contents d'avoir pu clôturer en beauté cette 3e édition du festival Le Défi Congolais qui était axé sur le thème RDC 2030 décidant. L'idée derrière cet événement, c'était de pouvoir réunir les acteurs institutionnels, non institutionnels, la presse, la société civile, les jeunes, les entrepreneurs, les femmes, chacun dans son domaine pour venir nous présenter les grandes décisions à prendre et à mettre en place pour que d'ici 2030, nous puissions réellement parler de notre RDC développé. Parce que nous ne pouvons pas laisser l'État s'occuper de tout. À notre niveau, nous avons pensé qu'il était opportun de mettre en place un cadre de réflexion qui allait réunir autant les décideurs que la population qui a les devoirs de redevabilité. Et quelles sont vos attentes à l'issue de cette 3e édition? Alors, contrairement à d'autres éditions, cette 3e édition ne s'arrête pas à une simple conférence. Ce que nous allons faire, c'est de pouvoir pérenniser à travers la presse pendant plus de 6 mois tous les messages que nous avons reçus dans ce festival. Et nous avons pris des recommandations que nous allons faire appliquer. Nous allons jouer le vigile, nous reviendrons vers tous les acteurs qui ont défilé sur ce podium pour présenter les grandes décisions stratégiques à prendre pour que notre pays puisse être développé. Nous reviendrons frapper à chacune des portes pour que nous puissions nous rassurer que réellement les recommandations prises ici dans le cadre de ce festival seront mises en place et que nous ne parlerons plus de la RDC des discours mais de la RDC de l'action. Il n'est pas question de continuer à présenter seulement une nouvelle image de notre pays. On parle souvent de la guerre, on parle de la sécurité, on parle des embouteillages, on parle de tout ce qu'il y a comme antivaleurs dans notre pays et nous oublions qu'au côté de ces antivaleurs, il y a beaucoup d'actions positives, beaucoup d'acteurs qui font bouger les lignes à travers des actions positives qui vendent positivement l'image de la RDC. Il est temps que nous puissions changer les narratifs sur notre pays et donc c'est à nous de communiquer autrement tout en présentant, en mettant en avant des actions positives et qui vendent positivement notre pays. Et il n'est pas question de s'arrêter là, il faut que nous puissions prendre soin de mettre en place des mécanismes qui feront en sorte que nous puissions réaliser ce que nous faisons comme promesse et que nous ayons toujours le temps de revenir pour rendre le compte à ceux qui nous ont fait confiance. Là, nous parlions bien évidemment des acteurs institutionnels.